Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de faire la correction du brevet blanc de mars 2020. Mélanie est une étudiante toulousaine qui vit en colocation dans un appartement. Ses parents habitent à Albi et elle retourne chez eux les week-ends. Elle rentre à Toulouse le dimanche soir. Sur sa route, elle passe prendre ses deux colocataires à la sortie numéro 3, dernière sortie avant le péage. On sait qu'elle est partie à 16h20 chez ses parents, qu'elle entre sur l'autoroute à la sortie numéro 11 à 16h33. Elle a rendez-vous à 17h et il lui faudra 3 minutes pour rejoindre le lieu de rendez-vous quand elle sera sortie de l'autoroute. On vous demande de déterminer la vitesse moyenne auquel doit rouler Mélanie pour arriver à l'heure exacte. Dans un premier temps, on va déterminer la distance à parcourir entre la sortie numéro 11 et la sortie numéro 3. Pour cela, on va additionner les 4 valeurs qui nous sont données, 13 plus 6 plus 16 plus 16, on obtient 51 km. Ensuite, on sait qu'elle a rendez-vous à 17h, mais qu'elle va passer 3 minutes après la sortie de l'autoroute pour rejoindre le point de rendez-vous. Donc, elle quittera l'autoroute à 16h57. Comme elle est rentrée sur cette autoroute à 16h33, en calculant la différence entre 16h57 et 16h33, on obtient 24 minutes. On sait maintenant qu'elle a parcouru 51 km sur l'autoroute en 24 minutes. On va pouvoir déterminer la vitesse. Cette vitesse, il existe plusieurs façons de la calculer. Je vous conseille d'utiliser un tableau de proportionnalité. Sur la première ligne du tableau, vous indiquerez la distance. Sur la deuxième, le temps. Donc ici, 51 km en 24 minutes. Pour obtenir la vitesse moyenne, il va falloir donc déterminer la distance parcourue en 60 minutes. On réalise un produit en croix et on obtient une vitesse moyenne d'environ 127,5 km/h. Exercice 2 à présent. On vous donne 3 étiquettes et on vous demande de déterminer quel est le plus fort pourcentage de remise. Donc si on prend la première étiquette, on sait que la valeur était de 120 € et qu'une fois soldé, l'article coûtera 105 €. On détermine donc le montant de la remise, il est de 15 €. Pour calculer le pourcentage du prix initial, il faudra donc diviser les 15 € par 120. On obtiendra un pourcentage de réduction de 12,5%. Sur l'étiquette 2, le pourcentage de remise est déjà affiché. Il s'agit de 30% de réduction. Pour l'étiquette 3, on remarque en fait que le montant de la remise est la moitié du montant de départ, ce qui correspond à un pourcentage de remise de 50%. On voit ainsi que le plus fort pourcentage de remise est donc celui de l'étiquette 3. Seconde question. On vous demande si la plus forte remise en euros correspond à la plus forte en pourcentage. Donc, il va falloir déterminer les remises en euros. Sur la première étiquette, on a déjà fait le calcul précédemment, on a une réduction, finalement un montant de réduction de 15 €. Pour la seconde étiquette, il va falloir calculer 30% de 45. On va donc effectuer le calcul suivant, 45 fois 30 divisé par 100. On obtient donc un montant de réduction de 13,50 €. Pour l'étiquette numéro 3, ce montant est déjà indiqué, il est de 12,50 €. On en déduit que la plus forte remise en euros, c'est-à-dire ici moins 15 € sur l'étiquette 1, n'est pas la plus forte en pourcentage, qui correspond à moins 50% sur l'étiquette 3. À présent, passons à l'exercice 3. On vous donne un tableau qui représente le nombre d'exploitations agricoles en France en fonction de leur surface pour les années 2000 et 2010. Première question, quelles sont les catégories d'exploitation qui ont vu leur nombre augmenter entre 2000 et 2010? Donc il suffit d'observer la colonne B et la colonne C du tableau et de regarder dans quel cas nous avons une augmentation entre ces deux colonnes. Donc on remarque que les catégories d'exploitation qui ont vu leur nombre augmenter entre 2000 et 2010 sont celles comprises entre 100 et 200 hectares et celles supérieures à 200 hectares. Ensuite, on vous demande quelle est la formule qui doit être saisie dans la cellule B8 pour obtenir le nombre total d'exploitations agricoles en 2000. Alors il existe plusieurs formules. Vous devez toujours vous assurer que votre formule commence par un symbole égal et qu'elle est suivie d'un adressage de cellule.
Vous avez donc deux possibilités, soit vous écrivez égal B3 plus B4 plus B5 plus B6 plus B7, ou encore égal somme de B3 à B7, le deux points signifiant qu'on prend l'ensemble des cellules entre B3 et B7. À présent, la question petit 3, si on étire cette formule, quel résultat s'affiche dans la cellule C8? En étirant la formule, on va donc faire la somme des valeurs dans la colonne C. Donc 235 plus 88 plus 98 plus 73 plus 21, on obtiendra 515. Dernière question de l'exercice, peut-on dire qu'entre 2000 et 2010, le nombre d'exploitations de plus de 200 hectares a augmenté de 40%? Donc il y avait globalement deux méthodes possibles. Soit on calcule l'augmentation en pourcentage par rapport à la valeur initiale, il s'agit ici de la méthode numéro 1, soit on applique une augmentation de 40%, et là il s'agit de la méthode numéro 2. Les deux méthodes permettant chacune de conclure à la même chose, on peut dire qu'entre 2000 et 2010, le nombre d'exploitations de plus de 200 hectares a augmenté de 40%. Pour cet exercice, vous avez un programme Scratch et la première question consiste à décrire ce que fait le programme. Donc il suffisait d'écrire, quand le drapeau est pressé, le lutin demande à l'utilisateur de choisir un nombre, il enregistre la réponse dans nombre de départ, puis il ajoute 3 à nombre de départ et enregistre le résultat dans étape 1. Puis il multiplie le résultat précédent, c'est-à-dire étape 1, par le nombre de départ et enregistre le résultat dans étape 2. Puis il calcule le carré du nombre de départ fois nombre de départ et soustrait ce carré à étape 2. Et il enregistre le résultat dans la variable étape 3. Puis il affiche le résultat est pendant 2 secondes et il affiche le dernier résultat, c'est-à-dire étape 3. En fait, ce programme correspond au programme de calcul suivant. Choisir un nombre, étape 1, ajouter 3, étape 2, multiplier le résultat par le nombre de départ, étape 3, enlever le carré du nombre de départ. Pour la deuxième question, vous deviez tester le programme pour 5, moins 4 et 10. Donc, nous commençons par 5. À 5, on ajoute 3, on obtient 8. 8 qu'on multiplie par le nombre de départ et on obtient 40. Et en fait, ensuite, on retire à 40 le carré du nombre de départ, c'est-à-dire 5 au carré. Nous obtenons 15. Nous réitérons la même chose pour moins 4 et 10 et obtenons successivement moins 12 et 30. Pour la dernière question, on vous demandait de remarquer quelque chose, un lien qui existait entre la valeur donnée et la valeur qui sortait du programme. On voit que pour passer de 5 à 15, on a multiplié par 3. Pour passer de moins 4 à moins 12, on a multiplié par 3. Et pour passer de 10 à 30, on a multiplié par 3. Donc on obtient à chaque fois le triple du nombre de départ. Dans cet exercice, il s'agit de déterminer la longueur du trajet ABCD-EF qui modélise le plan de vol de l'inspecteur G. Pour cela, on nous donne un certain nombre d'informations. Alors, on doit vérifier que la longueur du parcours est de 21 km. Je vous propose une méthode de résolution. Si vous regardez le document PDF qui vous est fourni avec cette vidéo, vous verrez qu'il existe une autre façon de résoudre l'exercice. Donc, dans un premier temps, on peut calculer BD. BD, pour cela, on utilise les propriétés des rectangles, à savoir que les côtés opposés d'un rectangle ont la même longueur. Et après calcul, on obtient que BD vaut 5,5 km. Pour calculer DE, on peut utiliser deux méthodes. On a besoin de certaines informations avant, notamment la valeur de la longueur GF, elle vaut 6 km. Et puis la valeur de la longueur GE, elle vaut 5,250 km. Donc pour calculer DE, on pouvait utiliser Thalès. Et donc voici la rédaction qui était attendue. On n'oublie pas dans un premier temps les données, c'est-à-dire signaler que les points G, D, C et GEF sont alignés sur deux droites sécantes en G, que les droites DE et CF sont parallèles. Ensuite, on cite le théorème, d'après le théorème de Thalès, et on écrit soit le tableau de proportionnalité, soit l'égalité des quotients. On remplace par les valeurs, et après calcul, on obtient que DE vaut
8,75 km. On pouvait aussi également décider de choisir d'utiliser Pythagore pour déterminer cette valeur DE. Dans ce cas, il fallait préciser que le triangle GDE était rectangle en G et qu'on utilisait le théorème de Pythagore. On écrivait l'égalité des carrés, on remplaçait par les valeurs connues et on obtenait après calcul que DE valait 8,75 km. À ce moment-là de l'exercice, il ne fallait pas oublier la question. La question, c'était de connaître la longueur totale du parcours. Et donc, il fallait additionner toutes les valeurs connues pour trouver que ce parcours faisait 21 km. Dernière question de l'exercice, on vous demande si le pilote doit faire confiance à l'inspecteur G sur la quantité de carburant qu'il doit emporter. Donc là, il suffisait de faire une simple règle de proportionnalité. Il doit parcourir 21 km en utilisant 1,1 litre. Il aura donc besoin de 23,1 litres, ce qui nous permet d'affirmer qu'il ne doit pas faire confiance à l'inspecteur G qui lui suggère de ne prendre que 20 litres. Dans cet exercice, il s'agit d'un questionnaire à choix multiples. Il vous est indiqué que pour chaque question, une seule réponse est correcte. Vous devez écrire le numéro de la question et la lettre de la bonne réponse. On ne vous demande pas de justification. Dans ce cas-là, vous pouvez vous permettre de faire les calculs sur votre brouillon. N'hésitez pas à utiliser la calculatrice pour vérifier vos calculs et répondez à la question. Donc la réponse à la question petit 1, c'est la réponse B, petit 2, réponse B également. Et pour la question petit 3, c'est la réponse C. Je vous rappelle que lorsqu'on effectue un agrandissement ou une réduction, les longueurs sont modifiées, elles sont soit agrandies, soit réduites, mais par contre, les angles ne sont pas modifiés. À présent, l'exercice 7. Dans cet exercice, il s'agit de faire de la lecture graphique. On vous propose donc de répondre à un certain nombre de questions. Première question, pour la journée J1, quelle est la puissance consommée à cette heure? Pour répondre à cette question, je vous propose de suivre le tracé en rouge sur le graphique. On peut lire que la puissance est de 68 100 MW. Deuxième question, pour la journée J2, à quelle heure de la journée a-t-on une puissance consommée de 54 500 MW? Là, cette fois-ci, vous allez pouvoir suivre le tracé en vert et il y a deux réponses possibles. La puissance consommée est de 54 500 MW à 3 heures, mais également à 5h30 pour la journée 2, J2. Troisième question. À quel moment de la journée le passage à l'heure d'été permet-il le plus d'économies? La réponse à cette question se lit sur la partie colorée en bleu du graphique. On remarque que c'est entre 18h et 21h que le passage à l'heure d'été permet de faire le plus d'économies. C'est là où on a le plus grand écart entre les deux. Et pour la dernière question, quelle puissance consommée a-t-on économisé à 19h30? Vous prenez le tracé cette fois-ci en violet. La puissance économisée à 19h30 est de 69 800 moins 59 600, c'est-à-dire 10 200 MW. Nous voici donc arrivés au dernier exercice de ce brevet blanc. On nous explique qu'afin de faciliter l'accès à sa piscine, M. Joseph décide de construire un escalier constitué de deux prismes superposés dont les bases sont des triangles rectangles. On nous donne donc l'information, les différents plans de cet escalier. Dans un premier temps, il va falloir déterminer le volume de cet escalier. Donc l'escalier étant constitué de deux prismes, nous allons calculer le volume de ces deux prismes, en commençant par le plus grand, c'est-à-dire le prisme du bas. Donc je vous rappelle que pour calculer le volume d'un prisme, il faut calculer l'aire de la base et la multiplier par la hauteur du prisme. Donc commençons par calculer l'aire de la base. La base est un triangle rectangle de 3,40 m par 3,20 m. Donc on va faire 3,40 m fois 3,20 m et qu'on va diviser par 2. On obtiendra ainsi l'aire de la base qu'on multipliera par la hauteur qui est de 0,20 m. Nous avons ainsi obtenu le volume du grand prisme. Nous réitérons le même exercice, le même calcul, mais cette fois-ci pour déterminer le volume du petit prisme. Donc,
Ici, la base est toujours un triangle rectangle, mais ses dimensions sont de 1,36 m sur 1,28 m. On multiplie 1,36 m par 1,28 m, on divise par 2, on obtient donc l'aire de la base, qu'on va multiplier par la hauteur qui est de 0,20 m pour obtenir le volume du petit prisme. Une fois ces deux volumes obtenus, pour obtenir le volume de l'escalier, il ne nous reste plus qu'à les ajouter. Dans cette question, on nous demande le nombre de sacs de ciment nécessaires pour réaliser l'escalier. On a une petite étiquette qui nous explique qu'un ouvrage en béton courant, pour faire 100 litres de béton, il va nous falloir un sac de ciment. Donc on voit que le volume ici est donné en litres. À la question précédente, nous avons déterminé le volume de l'escalier en mètres cubes. Il va falloir donc faire une conversion. On sait qu'un mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes et que 1000 décimètres cubes, c'est 1000 litres. Donc, notre volume en mètres cubes, on va devoir le multiplier par 1000. On obtiendra donc un volume de 1262,08 litres. Maintenant que nous connaissons le volume en litres, on peut utiliser un tableau de proportionnalité. La première ligne correspondra au nombre de sacs de 35 kg, la deuxième ligne au volume de béton courant en litres. Et on sait qu'un sac permet d'obtenir 100 litres de béton courant. Et nous, on veut 1262,08 litres. En effectuant un produit en croix, on obtiendra ainsi le nombre de sacs. Il nous faut un peu plus de 12 sacs, donc on prendra 13 sacs de 35 kg pour réaliser l'escalier. Nous voici arrivés à la dernière question du sujet. Il s'agit dans cette question de déterminer la quantité d'eau nécessaire à la réalisation de l'escalier. Donc sur l'étiquette, on peut lire que pour 100 litres de béton, on a besoin de 17 litres d'eau. Donc on va réutiliser le volume de l'escalier en litres obtenu à la question précédente et remplir un nouveau tableau de proportionnalité. Donc première ligne, nous mettrons le volume d'eau en litres. Deuxième ligne, le volume de béton courant en litres. Donc d'après l'étiquette, 100 litres de béton courant nécessite 17 litres d'eau et nous avons besoin de 1262,08 litres de béton courant. En réalisant un produit en croix, on va donc obtenir le volume d'eau et la quantité nécessaire à cet ouvrage sera d'un peu plus de 214 litres. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en utilisant soit la messagerie de l'ENT, soit la messagerie de Pronote. Bonne journée à tous.